Génération Soccer vous est présenté par le lait au chocolat. Récupère, recommence. Ici Olivier Brett. Aujourd'hui, à Génération Soccer, on reçoit une nouvelle fois Samuel Piette et on lui parle de sa nouvelle expérience en MLS. Pour notre débat de la semaine, on se penche sur un sujet fort intéressant. Est-ce qu'on est nécessairement un meilleur joueur parce qu'on joue pour une équipe qui gagne? On débute dès maintenant cet épisode avec le Québécois Samuel Piette. Le joueur de l'heure vous est présenté par Puma. Pour notre segment Les joueurs de l'heure, on rencontre à nouveau Samuel Piette qui nous donne maintenant ses impressions au sujet de sa nouvelle expérience en MLS. Samuel, d'abord, tu arrives près de la dizaine de matchs joués depuis ton arrivée avec l'Impact. C'est quoi ta plus grande surprise par rapport au niveau de jeu en MLS? Je dirais que c'est très physique, que ça court beaucoup. Comme j'ai dit auparavant, c'est beaucoup plus nord-sud que est-ouest, qu'on peut peut-être plus retrouver en Europe. C'est une ligue que tu n'arrêtes jamais de courir. Tout le monde est en forme, c'est des machines. Mais bon, je crois que c'est bien. Puis côté technique, je veux dire, il y a plein de grands joueurs de haute qualité. Donc non, c'est une très bonne ligue. Je suis très surpris du niveau, là. Le joueur qui a été le plus difficile à affronter depuis ton arrivée chez l'adversaire, ça a été qui? Je te dirais, je me rappelle de Schweinsteiger, c'est un cheval. Grand, fort, technique, propre. Ça a été quelqu'un de dur à gérer un peu. On joue un peu de la même position, donc on n'était pas en confrontation sur le terrain direct. Quelqu'un qui m'a impressionné, là. Tu as l'air de t'être super bien intégré à cette équipe-là de l'Impact rapidement. Est-ce qu'il y a des joueurs en particulier qui t'ont aidé à le faire? À qui tu t'es collé à ton arrivée à Montréal? Bien, c'est sûr que veux pas avec les autres Canadiens, Patrice, Anthony, que j'avais une très bonne relation, Maxime, même Louis. C'est facile. Après ça, quand tu commences à connaître les autres, Laurent, Assoun, les francophones, je veux dire, ça l'aide, veux pas. Mais j'ai été très surpris des Argentins. J'ai une très bonne relation avec Hernan, même avec Victor. Des gars faciles à vivre, une bonne joie de vivre. Donc, ça, c'est... Veux pas, quand tu t'entoures de personnes qui aiment être ici, c'est le fun, là. Maintenant, si on se projette un peu vers l'avenir, je sais que tu es ici depuis seulement une dizaine de matchs. Est-ce que tu te verrais comme capitaine de l'Impact de Montréal? Il y en aura un autre, évidemment, d'ici ce temps-là, après le départ de Patrice, mais est-ce que ça fait partie de tes ambitions? Ben, c'est sûr, veux pas, tu y penses un peu, pas nécessairement maintenant, parce que tu vois un peu la hiérarchie des prochains capitaines qui pourraient arriver. Puis je sais que je suis très, très loin, là, étant donné que je viens d'arriver. Mais en étant Québécois ici, je pense que je suis un peu peut-être un modèle pour les jeunes Québécois qui veulent continuer. C'est sûr qu'un jour, ce serait un honneur pour moi de porter le brassard de capitaine pour l'Impact, là. Tu parles de hiérarchie. Il y a des grosses personnalités dans ce vestiaire-là. Comment on s'intègre quand on est, oui, un gars de la place, mais quand même un nouveau à 22 ans? Comment se fait l'intégration? Bien, j'ai été très surpris. Je suis arrivé tout de suite dans le vestiaire, puis ça s'est très bien fait. Tu vois, on a personne dans le vestiaire qui est grosse vedette, grosse tête. Oui, on a des joueurs excellents comme Nacho, Blairim, Laurent, mais c'est pas des personnalités, des grosses personnalités, en fait. Tu es revenu ici, tu étais en exil en Europe depuis 7 ans, tiens, on va dire près d'une dizaine d'années. Tu es revenu à la maison. Est-ce que ça veut dire que là, tu as un couvre-feu de tes parents et tu es obligé de ramasser ta chambre? Plus ou moins un peu. Là, c'est ça, comme tu dis, je suis revenu en milieu de saison, donc ça a été un peu compliqué à chercher un appartement, un truc du genre. Puis en même temps, je voulais un peu passer de temps chez mes parents. Ça faisait, comme tu dis, 7 ans que j'étais parti. Donc là, je vis encore chez mes parents. Les blagues de ton père sont toujours bonnes? Un peu moins, là. C'est sûr qu'avec l'âge, ça commence à se faire vieux, puis je les connais, mais non, c'est le fun d'être avec eux, là. Didier Drogba avait des rubans au poignet. Francesco Totti avait les chaussettes baissées. Est-ce qu'il va y avoir un paquet de Québécois qui vont rentrer bien comme il faut, leur gilet dans leur short pour ressembler à Samuel Piette? Ouais, j'aimerais ça. C'est le fun de lire les commentaires des gens. Moi, c'est à partir d'un match en équipe nationale, je crois, ou en Europe. Le chandail était beaucoup trop grand pour moi. J'ai décidé de le mettre dans mes shorts, puis ça l'a resté. Et comme tu dis, c'est différent des autres. C'est ma marque de commerce un peu avec ma couette et les cheveux longs. Qu'est-ce que tu as envie de laisser comme empreinte dans cette équipe-là? Pour le reste de la saison, je veux continuer à accumuler le plus de minutes possible, surtout les départs, d'accumuler le plus de minutes possible, de démontrer que je suis un joueur important, autant à l'équipe qu'aussi dans la Ligue. Un joueur, peut-être que là, je suis nouveau, je suis un peu inconnu, j'arrive comme un joueur un peu inconnu, mais de faire un statement, de montrer aux gens que le petit billet, il faut le regarder, il faut faire attention parce qu'il couvre du terrain pas mal, là. Samuel, merci beaucoup. Merci à vous. Après la pause, l'un des tournois les plus imposants au Québec, le tournoi national du spatial de Saint-Hubert.
Le tournoi national du spatial de Saint-Hubert organisait cet été un événement percutant et hors de l'ordinaire. Génération Soccer y était. Le tournoi national du spatial de Saint-Hubert fait figure de géant depuis 27 ans sur la scène du soccer québécois. L'édition de 2017 nous réservait aussi une surprise avec la présence de la nouvelle équipe semi-pro du club. Le tournoi du Club Soccer Saint-Hubert, c'est la 27e édition cette année. Mais la grande force, c'est qu'on essaie d'incorporer à chaque année des nouveaux événements. Comme aujourd'hui, on avait la partie entre les équipes du Québec et notre équipe semi-pro. Fait qu'en sorte, on avait beaucoup de monde, quand même assez de monde dans les estrades. Fait qu'on essaie toujours d'innover année après année. Fait que ça fait en sorte que notre tournoi, ça amène un certain succès. Le directeur sportif du Spatial voit aussi une évolution dans la qualité des joueurs qui fréquentent le tournoi. J'ai fait le tour de pas mal tous les terrains aujourd'hui sur le tournoi. Puis que je remarque, c'est beaucoup la qualité des jeunes évolue beaucoup au Québec depuis plusieurs années. Je pense que les entraîneurs deviennent de plus en plus de meilleure qualité. Les tournois comme celui du Spatial de Saint-Hubert ont une utilité vitale dans l'évolution des joueurs. C'est l'opportunité de voir où ils en sont dans leur progression footballistique. L'utilité d'un tournoi dans la vie d'un joueur puis dans une saison, dans le fond, c'est le changement. On joue toujours contre les mêmes équipes. Alors, le fait de pouvoir jouer contre des équipes de Montréal, de Québec, on a des équipes qui viennent d'Ottawa, de l'Ontario, ça fait qu'on amène une nouvelle compétition à nos jeunes. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas la chance de faire à tous les jours. Alors, tout le monde, c'est un événement d'un week-end qu'on peut s'amuser et on cherche une nouvelle compétition. Le tournoi est d'envergure nationale. Notre champ d'action, présentement, on va jusqu'en Ontario. On essaie de s'établir, d'aller chercher de Nouveau-Brunswick, les faire venir ici. C'est notre objectif prochain, mais on est rendu au niveau national maintenant. Le feedback des équipes qui viennent de l'extérieur est très bien, très positif. On a doublé le nombre d'équipes qui proviennent de l'Ontario cette année, ce qui me fait dire que le feedback à ce niveau-là est très, très bon. Au fait, au Club de Soccer Saint-Hubert, tout l'argent qu'on fait est vraiment réinvesti à l'intérieur du club. Les joueurs et entraîneurs qui fréquentent le tournoi national de Saint-Hubert y viennent pour des raisons bien précises. On a regardé plusieurs tournois, puis celui qui nous donnait le meilleur challenge pour nous améliorer dans la saison, c'était vraiment ici. Fait qu'on a décidé de venir ici à Saint-Hubert. En rencontrant des équipes qu'on ne connaît pas nécessairement, ça nous aide à voir qu'est-ce qui reste à peaufiner d'ici la fin de la saison pour notre championnat local. Il y a des équipes qui viennent de l'extérieur qui ont l'air d'être quand même très fortes aussi. Fait que pour nous autres, c'est un très bon test. Honnêtement, c'est un très bon tournoi, côté organisation puis compétitif. Il y a des bonnes équipes. Ce matin, on a fait un match, c'était un très beau match. Le challenge était là et tout. J'ai bien aimé. On le fait à chaque année. Mais cette année, on était vraiment tenace de venir ici parce qu'on sait que le niveau est quand même élevé. Ce matin, à mon premier match, j'ai pu remarquer ça jouait balle au sol. Ce matin, c'était vraiment balle au sol, nos deux équipes. Il y avait vraiment du beau soccer. Il n'y a pas à 100% des bons contrôles, mais sur le 90%, 80%, c'était bon. Au niveau technique, les jeunes étaient vraiment excellents. L'événement marquant de la journée fut à coup sûr un match d'exhibition entre la nouvelle équipe semi-pro du Spatial de Saint-Hubert et l'équipe du Québec U18. Nous avons eu droit à un spectacle d'une qualité exceptionnelle. Le match cet après-midi a été très utile. À Saint-Hubert, je pense qu'ils ont très bien fait. Ils ont posé des bons problèmes pour nous. Des choses que ça va nous permettre de travailler les prochaines séances. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. L'équipe Saint-Hubert, ils jouaient agressif, ils jouaient haut. Nous, on avait comme consigne de rester au début, d'avoir un bloc plus bas. On a bien fait tourner le ballon, droite, gauche. On cherchait bien le milieu de terrain. Mais puis les points faibles, je trouve que des fois, on essaie trop forcer vers l'avant, puis on n'était pas assez patient. On essayait trop d'aller chercher directement l'attaquant avec une longue balle, tandis qu'on pouvait temporiser. Qu'on a bien fait en première mi-temps, on a bien temporisé, mais je trouve qu'après, on a trop forcé le jeu vers l'avant, puis ça crée beaucoup de pertes de balles. On a quand même une bonne rivalité, là, une bonne équipe dans le fond en face. Donc, ça reste l'équipe du Québec. Donc, on s'attendait à une équipe, oui, assez jeune, mais quand même assez bien techniquement, assez bien structurée dans le système de jeu. Donc, ayant fait partie du système, du programme des équipes du Québec quand j'étais plus jeune, donc je m'attendais dans le fond à un peu
une équipe qui sait jouer au ballon, qui sait garder le ballon, qui sait se positionner. Donc, on était assez prêts. On savait que ça allait être un bon match, on s'en attendait, donc on n'a jamais sous-estimé l'adversaire. On termine ce topo sur ces images enlevantes de cet affrontement unique en son genre. Après la pause, Wayne Balata serait selon plusieurs l'une des meilleures milieux de terrain au pays. Geneviève Tardif l'a rencontré. Wayne Balata serait selon plusieurs l'une des meilleures milieux de terrain au pays. Geneviève Tardif l'a rencontré. Les futurs pros vous sont présentés par le lait au chocolat. Wayne Balata a reçu le titre de MVP des Jeux du Canada de 2017. Malgré son talent indéniable, elle garde les pieds bien sur terre. Wayne, bienvenue à Génération Soccer. Merci. Wayne, tu as été nommée joueuse MVP la plus utile lors des Jeux du Canada à Winnipeg en soccer féminin. On se sent bien. C'est sûr, c'est une grosse fierté, mais honnêtement, je prends ça juste comme une source de motivation pour continuer à travailler et à m'améliorer à chaque jour. Donc, c'est une belle réussite, mais ça ne s'arrête pas, puis le travail continue. On dit aussi que tu veux diriger en médecine. Oui. Et depuis que je suis toute petite, c'est ce que je veux, puis on va travailler pour. J'ai une bonne question pour toi. Si ta vie de joueuse professionnelle de soccer progresse et si un jour on t'offre de jouer pro dans un club féminin en Europe, qu'est-ce que tu ferais? J'accepterais sans aucun doute. Même si tu es en médecine ici au Québec? Je dirais que oui, parce que ces opportunités-là, elles n'arrivent pas souvent, puis il faut les saisir quand elles sont là. Tes parents viennent du Cameroun. Oui. Et on sait que ce pays est pas mal fort côté soccer. Toi, tu viens d'ici. Est-ce que tu aimerais tenter ta chance et faire des essais avec les Lionnes Indomptables? J'ai pas ça dans mes plans. C'est vraiment, vu que je suis née au Canada, j'ai plus un sentiment d'appartenance ici. Jessica Silva, ta coach, nous a dit que tu devais apprendre à avoir plus confiance en toi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'elle a raison. Des fois, je me sous-estime, puis comme je suis capable d'en faire beaucoup plus que je le démontre. Donc, il faut juste que j'ai la confiance en moi pour le faire, puis pas rester toujours dans un jeu simple, mais vraiment jouer à mes capacités. Quels sont tes projets pour 2018? Cette année, il y a la Coupe du Monde, U17, donc c'est vraiment ça que je vise. Merci beaucoup, Amy. Tu as les yeux d'une lionne indomptable. Merci à vous. Merci.
Après la pause, notre débat de la semaine avec Patrick Leduc. Est-ce qu'on devient nécessairement un meilleur joueur parce qu'on joue pour une équipe qui gagne constamment? C'est le sujet du débat qui suit. Pour notre débat de la semaine, nous accueillons les deux spécialistes Valmy Ouellette, directrice technique au club de soccer Pierrefonds, et Patrick Viola, entraîneur-cadre à l'ARS Lac-Saint-Louis. Au débat de la semaine à Génération Soccer, est-ce que c'est parce qu'on joue dans un club qui gagne qu'on va nécessairement se développer comme un bon joueur? Alors, je vous pose la question. Est-ce que c'est parce qu'on joue dans un club qui gagne qu'on va devenir un bon joueur? Le premier exemple que je pourrais donner, c'est par exemple le gardien de but. Donc, un gardien de but qui va être dans une équipe, justement, qui gagne beaucoup et qui ne touche pas au ballon, j'aimerais un peu voir qu'on m'explique comment il va se développer au niveau compétitif. Si tu es dans une équipe qui est forte et qui joue contre des équipes où tu n'as pas d'adversité, bah forcément, en termes de progression, ça devient compliqué. Faire du bon développement, d'avoir un bon formateur, ça, oui, peut-être qu'on va le retrouver avec une équipe gagnante, mais peut-être qu'on peut retrouver le meilleur formateur avec une équipe qui performe moins aussi, parce que les joueurs sont une petite coche en dessous. Pour nous, c'est important de gagner à 14 ans, mais dans les années juste avant, c'est important le développement et c'est là qu'on doit retrouver nos bons formateurs. Gagner en soi, ça ne peut pas être nécessairement mauvais, mais quelle est la différence entre un club qui mise uniquement sur la victoire et un club qui se donne cette mission de développer des joueurs? Un club qui, déjà à 12 ans, ne fait jouer que ses meilleurs. Il y a beaucoup de joueurs qui sont sur le banc, mais on ne peut pas parler de développement. Et ce qui va arriver, généralement, c'est que ces jeunes-là, avec ces parents-là, ils vont quitter le club parce qu'ils ne sentent pas qu'ils font partie de l'équipe. On a différents styles de clubs. Il y a des clubs qui vont faire la promotion quand ils perdent un joueur, entre guillemets, parce que perdre un joueur, il y en a pour qui beaucoup, c'est « Ah, mais l'Impact m'a volé un joueur ». Alors que, selon moi, ils devraient le voir comme « J'ai fait du bon travail, et puis mes meilleurs joueurs rentrent à l'Impact, aux équipes du Québec ou en sélection régionale ». L'équipe qui gagne toujours, est-ce qu'ils apprennent vraiment à être des gagnants quand c'est trop facile? Moi, je pense que la réponse, c'est non. Si je prends une jeune équipe, on vient de perdre 3-0 contre un gros club, on les réaffronte la fois suivante, c'est bien ajusté, on peut gagner 1-0 ou faire un nul 1-1, ou même à la demi, on perd 3-0, puis on vient, puis on marque 2 buts, bien là, c'est là qu'il y a un apprentissage de gagner. Puis... Justement, on parle d'entraîneurs qui vont dire qu'il faut avoir une manière. Il y a une manière de gagner. On ne devrait pas jouer n'importe comment pour atteindre notre objectif. Quelle est la bonne manière de gagner? Il faut absolument que les joueurs et les joueuses soient capables de faire bouger le ballon, d'être capables de le maîtriser, d'être capables de comprendre certains principes qui sont élémentaires, de manière à ce que quand ils atteignent le niveau supérieur, ils soient capables de s'ajuster avec ce que les entraîneurs, les vrais coachs à qui on demande de gagner, eux, les joueurs soient capables de s'adapter aux directives de ces entraîneurs-là. Sandro Grande est venu à votre place dans une émission précédente et il a dit que les clubs devraient les entraîneurs devraient forcer leurs joueurs à mettre le ballon au sol et à jouer en contrôlant le ballon plutôt qu'à se contenter de le botter. Bon, on revient à cette campagne du kick. Ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant. Une équipe nationale qu'on avait vue en 2007 chez les moins de 20 ne pas être capable de faire plus que 2 passes. Il faut que le joueur soit capable de jouer de différents styles. Alors, à un certain âge, l'imposer, ça ne me dérange pas. Mais l'imposer jusqu'aux plus grandes catégories, le jeu long fait partie du jeu. Ça dépend de l'enjeu du match. Donc forcément, ça fait partie du jeu. L'interdire, c'est toujours une histoire de dosage. Un autre point, il y a des fédérations à l'étranger, je pense à l'Allemagne, où on va avoir des critères très importants pour les centres de formation professionnels. Donc, il y a de l'argent qui est redistribué par la fédération aux clubs qui répondent le mieux aux critères. On n'est peut-être pas dans le même système, évidemment, au Québec, mais est-ce que la fédération de soccer, est-ce que les associations régionales ne pourraient pas évaluer les clubs avec des critères techniques? J'aurais plus tendance à essayer de convaincre les gens pour qu'ils me suivent versus une décision autoritaire avec le bâton en disant « mais c'est comme ça, et tais-toi ». Je retiens qu'on n'est pas contre le fait de gagner, mais on est sur l'emphase au bon endroit, au bon moment.
pour que les choses se fassent dans un développement harmonieux. J'essaie d'interpréter là, vos propos et je me demande en même temps si vous, dans vos positions respectives, est-ce que vous sentez qu'on mesure le travail que vous essayez de faire de la bonne façon ou on est tous un peu condamnés à mesurer selon le nombre de victoires que vous avez? Je viens d'arriver à la région Lac-Saint-Louis dernièrement et étant à Concordia et ayant beaucoup gagné avec des sélections à Concordia, je pense que les gens m'évaluent en fonction des victoires que j'ai eues, en fonction de mon CV. Mais c'est une de mes plus grosses frustrations. Ils sont jamais venus, certains, voir une des équipes que j'ai coachées jouer. Et ils évaluent simplement en fonction du résultat. Donc c'est frustrant, selon moi, parce que dans les petites catégories, tu ne juges pas quelqu'un en fonction de ses médailles. Tu peux gagner en jouant mal, et donc il faut venir voir. Maintenant, à contrario, j'arrive là de Winnipeg, où avec l'équipe du Québec, on a gagné la médaille d'or, avec la manière, avec la meilleure équipe selon moi. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens qui envoient des messages de félicitations et je suis persuadé qu'ils n'ont pas regardé l'équipe jouer. Elle a bien joué, ton équipe. Ton équipe est celle de Jessica. Pour arriver aussi de Winnipeg, je peux dire que l'équipe avait... J'étais témoin, l'équipe a très bien joué. Tout dépend dans les clubs, souvent, du CA qui est en place. Hein? On sait qu'on est tous des organismes à but non lucratif. Donc, si on a en place un CA qui est capable de se détacher du fait, ben c'est mon enfant est sur cette équipe-là, puis je veux qu'il performe, puis qu'il peut vraiment regarder le club en entier. Moi, je me considère chanceuse d'avoir un CA qui veut faire du développement, que ce soit avec notre Ligue maison, nos A, 2A, le 3A, qui veut que le club progresse. Nous, on a l'ambition de devenir un club important au Québec, mais avec le bon cheminement qui est justement basé sur le développement. Et c'est ça qui est important. Ça prend des bons leaders au niveau des conseils d'administration de club. Valmy, Patrick, merci d'avoir participé au débat de la semaine. Ça fait plaisir. Merci. J'espère que cet épisode de Génération Soccer vous a plu. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Génération Soccer vous était présenté par le lait au chocolat. Récupère, recommence. L'équipe de Génération Soccer utilise exclusivement de l'équipement audio de marque AKG.